Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Comme d'habitude, on va commencer avec la première histoire. Bonjour à la team DMG, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter l'audio. Partagez, likez, commentez, tout ça. J'ai deux petites histoires qui sont similaires et je vais les nommer quoi? Le regard de l'au-delà. Un dimanche après-midi, il faisait tellement chaud, j'étais avec deux potes à moi. Parmi eux, là, il y a un qui tenait vraiment à moi, qui me draguait, comme on disait. Donc, qui m'a proposé, choisis un endroit où tu veux qu'on parte, on va aller passer du bon temps parce que j'ai la voiture et puis c'est un dimanche après-midi. Donc, choisis l'endroit. Et son ami à côté a proposé l'abattoir. L'abattoir, c'est un endroit où on découpe les moutons, les bœufs, tout ça. Et il y a la viande fraîche, vous partez tout de suite manger. Et la viande est là. Et dès que vous venez, vous commandez, vous vous asseyez, on vous sert. C'est du sur place, c'est prêt. Et des milliers de personnes viennent à travers toutes les communes et se retrouvent là-bas. C'est ouvert du lundi au lundi. Donc, j'ai opté pour l'abattoir. On arrive là-bas. L'ambiance était bonne, la musique, les gens, ça rigole, les familles sont là. À un moment donné, il y a beaucoup d'ambulants, des vendeurs ambulants qui passent, qui viennent régulièrement vous présenter leurs articles en vente et tout ça. Et moi, j'étais assise à un moment donné. Il y a un monsieur spécialement qui était d'un certain âge, disons 60 ans par là, mais qui dégageait une aura terrible, quoi. Je vous dis, une aura qu'on on peut pas décrire, on ne peut pas définir, c'est-à-dire, c'est une aura qui te laisse glacer en pleine journée. Et c'était un marchand. Donc, comment je l'ai regardé par derrière, c'est comme s'il a senti mon regard. Donc, il a commencé à regarder vers moi, où j'étais assise avec mes amis. Alors, il s'est retourné, il est venu vers nous présenter ses articles en vente. Et moi, je commençais tout de suite à avoir froid, à transpirer, mais mes amis ne remarquaient pas. Et j'entends une voix qui me dit, ne regarde pas ses yeux, ne le regarde pas du visage, mets ta tête en bas. Donc tout le temps, le gars était en train de présenter ses articles à mes amis. Mes amis me disent, mais il faut regarder, le tonton a commencé à te présenter les articles, mais regarde tout ça. J'ai dit, oui, c'est joli, merci. Je regardais les articles à distance avec la tête basse. Donc, il y a un ami qui a pris l'article pour moi. Il dit, je vais acheter ça pour toi, ça c'est joli. Mais je vous jure que l'ambulant était concentré jusqu'à 6 mois. Il était arrêté et il ne faisait que me regarder. C'est comme un aimant qui vous attire pour le regarder. Mais il te dégageait une puissance malsaine en fait. En même temps attractif pour que tu le regardes. Comprenez, non? J'ai tenu là tout le temps là. Je fermais mes yeux. J'avais la tête abaissée. J'entends la voix. Ne le regarde pas. C'est un voleur d'âme. Voleur d'âme comment? Et j'entends une voix qui m'explique qui se promène partout là où les gens sont assis et que c'est à travers ton regard qu'il te vole ton âme. Mais je vous assure que le monsieur a failli me faire piquer une crise on va dire quoi, de transe en fait. J'ai failli tomber parce que il dégageait trop de force nuisible. Je me sentais très mal à l'aise vis-à-vis de lui. J'étais vraiment pas bien. Et il avait une voix perçante. Vous voyez les voix, quand on te parle, tu sens que ce n'est pas à ta personne, c'est à ton âme qu'on est en train de parler. C'est ainsi que le monsieur était. Heureusement pour moi, il est parti et je n'ai pas cherché à le regarder jusqu'à son départ. Ça, c'est la première histoire. Donc, peut-être on va dire la petite... je vais donner à la fin la morale.
Donc, j'avais peut-être 19 ans, c'est la seconde histoire, hein. J'avais peut-être 19 ans quand je me suis retrouvée à un grand carrefour avec mon frère, on vendait des articles et tout ça. Et dans la vente des articles, à un moment donné, vous voyez les grands carrefours là. Hmm. Pour les vacances, on venait vendre des articles rapides et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes. Vous savez que c'est dans toujours des grands rendez-vous, pardonnez, des grands carrefours qu'on se donne des rendez-vous. Ce sont des lieux de retrouvailles, de rencontres, ça bouge et tout ça. À un moment donné, j'ai pris un stop et il y avait un jeune particulièrement qui était arrêté, mais qui était concentré sur le carrefour. Et sa présence m'a attirée, quoi. J'ai comme été attirée à le regarder sans savoir la raison. Et en le regardant, lui, il était de dos, mais il était concentré sur, comment on appelle ça, le carrefour. En le regardant, je ne faisais plus rien, je ne bougeais pas, mais j'étais concentrée sur lui. Et puis je me demande, mais pourquoi je regarde le jeune? Puisque je ne le vois même pas, je ne vois pas son visage. Je vous promets que quand le jeune se retourne, à travers ses yeux, c'est comme plusieurs écrans de télévision que je vois à travers les yeux du jeune. Je vous dis que c'est un jeune, il était noir, il avait une grosse tête. Mais c'est à travers ses yeux que je voyais plusieurs écrans. J'ai eu la chair de poule sur glace. J'ai été glacée. Mais je n'ai pas enlevé mes yeux, je suis restée comme hypnotisée. Et son regard est en train de me dire, tu cherches quoi à me regarder? Et là, tout de suite, j'ai dit à mon grand frère que je ne me sens pas bien, il faut que je rentre à la maison. Le soir, je commence à avoir froid. Ici en Afrique, dès que tu es malade, on te dit c'est pas lui. Les jours qui ont suivi, je vomis. Je vais à la selle, je vomis. Après une semaine, j'ai été paralysée. Puisque je vivais à mon grand frère. Vous voyez, vous les hommes, vous avez cette manie, quand on vous dit des choses, de ne pas vite croire. Et puis vous n'écoutez pas, vous avez des oreilles difficiles. Je lui dis, il dit, mais on va à l'hôpital, on dit que tu as le palu, mais que tu ne te sens pas bien, ça c'est le palu. On va à l'hôpital, on prend ta tension, c'est normal. Et je maigrissais sur moi-même, je maigrissais. Je lui dis non. C'est depuis que j'ai regardé le jeune qui était au carrefour, il avait ses yeux, dans ses yeux, c'était des écrans que je voyais, mais c'était des écrans comme si je voyais à travers le monde entier, des milliers d'écrans à travers ses yeux. Je n'avais jamais vu ça. Il avait des yeux pareils à un hibou. Il avait même la face d'un animal, mais à travers ses yeux, je voyais que des écrans. Mon frère me dit, oh, oublie ça. Toi, tu aimes ton affaire de spiritualité, trop, faut laisser. Mais tu l'as regardé, comment ses yeux vont ressembler à un écran? Il s'en fichait. Et au fur et à mesure, on ne trouvait pas des solutions. Je tombais malade, j'étais maigrie, je suis restée couchée. Les gens viennent me dire, prompt rétablissement comme ci, comme ça. Ils ont informé la famille que je ne me sens pas bien. J'ai la grande sœur à mon papa qui a entendu que moi, je suis paralysée, que je vomis, que je fais la diarrhée, que je fais ceci. Certains ont pensé même que j'étais enceinte, que c'était un début de grossesse, mais jusqu'à ce que je sois paralysée, parce que depuis qu'une grossesse paralyse les gens, puis je n'arrive plus à me lever, je ne sens plus mes pieds. Donc, traitement à gauche, à droite, il n'y a pas d'amélioration. Donc, la grande soeur à mon père qui apprend ça, décide de venir me voir avec mon frère. Donc, elle vient avec une bouteille de remède, s'il vous plaît. La bouteille de remède est fermée. Elle est fermée. Mais l'odeur qu'avait la bouteille a fait fuir tout le monde dans la cour. Même le chien de mon propriétaire, il a fui. Quand elle est rentrée dans la maison, mon grand frère a entendu l'odeur. Il n'a pas senti, hein, parce que l'odeur parlait. Vous voyez des odeurs désagréables, immondes. Je n'avais jamais entendu ce genre d'odeur. Excusez-moi, je veux dire sentir en fait. C'est une expression. Quand elle vient, la bouteille est fermée, mais donc imaginez l'odeur. Elle dit qu'elle ne pouvait pas monter dans un véhicule parce qu'on la chassait à chaque fois. Mais madame, ça sent, mais madame, ça sent.
Et elle vient me montre, elle me dit que, ma fille, tu dis que tu as quel problème comme maladie? Je dis, ah, je lui réexplique par rapport au carrefour. Elle dit, d'accord. Mon grand frère est sorti, il dit que lui, depuis les nés là, il a entendu odeur de caniveau, ça ne l'a pas rendu malade. Mais l'odeur avec elle est venue là, lui, il ne peut pas supporter. Donc, il nous a laissé nous deux. Elle me dit, en fait, elle m'a dit, tu sais, dans les grands carrefours, quand les gens voient des accidents qui se font, ils se disent que ce sont des accidents normaux. Mais il y a des personnes qu'on envoie en mission qui se mettent à de grands carrefours et qui sont venus pour faire des missions pour balancer des maladies, pour créer des accidents, pour lancer des flèches et que tout ça. Et le monsieur que toi, tu as vu, c'était un démon en chair. Il n'était même pas de notre dimension, c'est-à-dire qu'il a pris le corps humain, mais ce n'était pas un humain. Il était venu faire sa mission au grand carrefour que tu vois. Pourquoi les carrefours là? C'est toujours à des carrefours, on te dit, on se retrouve à tel carrefour. Quand vous avez un rendez-vous, on se retrouve à tel carrefour. On se retrouve jamais dans un petit endroit. Les gens adorent se retrouver à de grands carrefours. Dès que tu rencontres une nouvelle personne, c'est à des grands carrefours. Pourquoi est-ce que tout se fait à des grands carrefours? Ils sont comme attirés par ces grands carrefours parce que ces grands carrefours regorgent plein de démons. Donc j'écoute ma tante. Elle dit, celui que tu as vu là, il n'est pas de notre monde, il vient de l'au-delà. Donc, quand tu as osé le regarder, il a senti ton regard et il a senti ta curiosité, mais il a vu ça comme un affront. Il n'a pas cherché à savoir si tu es humaine, si tu es sorcière, si tu es chrétienne, mais il t'a fait du mal là. Que c'était pour venir enlever ton âme. Tu as vu ce médicament que j'envoyais là. Il a dit, hé, tante. Elle dit, où tu t'en vas là? Tu t'en vas comme ça là. Ce médicament-là, tu n'as jamais entendu ce genre d'odeur là. Parce que c'est un médicament qui vient de loin. Si tu as bu juste un verre, non seulement la diarrhée va s'arrêter, tu vas guérir et puis ton âme va revenir. Parce que là, ta vitalité est en train de partir. C'est-à-dire que ta force est en train de partir. Toi-même, tu es en train de partir. Mais tu es en train de mourir à petit feu. J'ai dit qu'elle a ouvert le médicament. Non, non. Mais le médicament et puis la mort sont des jumeaux. Sauf que tu sais que par travers ce remède-là, tu vas être guéri. C'est toute la différence. Sinon, je n'ai jamais senti une odeur immonde, désagréable, vraiment qui te rend malade, qui peut te tuer même, le remède là. C'est pas possible. Je regarde le remède, je regarde ma santé. Je regarde le remède, je regarde ma santé. Qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, ma fille, je te dis que actuellement où tu es là, tu es en train de partir. C'est ce remède-là qui va te sauver. Ce que tu as vu là, tu n'étais pas censé voir. Et tu as senti que ce n'était pas une personne normale. Elle était venue en mission. Et c'est comme si tu étais venu contrecarrer sa mission. Alors que si elle perdait sa mission, elle allait fouetter de là où elle vient, où elle allait subir de méchantes choses. Donc, toi en retour là, tu reçois le mal. Elle s'énerve contre toi et puis elle se venge. Elle veut te détruire. J'ai dit, ok. Bref, j'ai bu le remède. Elle dit, tu ne dois pas le vomir. J'ai bu le remède. Je ne dois pas mettre le citron là-dessus. J'ai bu le remède. Quand j'ai bu le remède, 2 jours après, j'ai retrouvé l'usage de mes membres. J'ai été guérie, j'ai arrêté de vomir, d'aller à la selle. J'ai retrouvé ma mine. J'étais en bon point, quoi. D'accord, bref. Donc, la morale des 2 histoires. Les Blancs ont pour habitude de dire que l'âme de toute personne est dans son regard. Et il y a des personnes, il y a des choses que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas censés regarder. Il y a des personnes qui peuvent voler notre vie juste à travers le regard. Ça, moi, je l'ai vécu. Je ne sais pas si d'autres l'ont vécu, mais c'est pour dire que le regard ou les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, on peut te voler, on peut te ravir ta vie à travers
ton regard qui est ton âme. Donc, il faut vraiment veiller sur nous, il faut faire attention et puis que Dieu nous veille. Merci à vous. Likez, partagez, commentez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Ça fait longtemps quand même. Voilà, je suis là ce matin pour une nouvelle histoire. C'est une histoire qui m'a été racontée par une de mes sœurs. Et l'histoire, c'est l'histoire de la camarade de ma sœur en question. Donc, c'est, bon, je dirais au préalable vraiment, il faut, je sais pas comment je vais dire ça, mais je pense qu'il est souvent préférable de, de prier pour des gens. Si quelqu'un vient te dire, pardon, j'ai une situation difficile là vraiment, est-ce que tu peux m'aider avec tel ou tel truc, même si tu as, prie. Peut-être si c'est un besoin financier, vraiment, prie sur cet argent. Prie sur cet argent avant de remettre à cette personne. Genre, si la personne avait l'intention, ou cette personne a l'intention de te faire du mal vraiment, que cette prière bloque ou empêche que cette chose-là ne t'arrive, au fait, ou bien que le mal que la personne doit faire avec cet argent ne t'atteigne vraiment. Ou alors, dans le cas contraire, priez juste pour cette personne, afin que cette personne trouve l'argent ailleurs. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille, je vais nommer la jeune fille Aline. C'est l'histoire de Aline, une jeune fille débrouillarde, vraiment une jeune fille débrouillarde qui a, jusqu'à présent, ça existe toujours, qui a son salon de coiffure dans un quartier à Douala. Donc, c'est la coiffeuse de ma sœur même en question. Une fille qui coiffait tellement bien, oulala Seigneur, elle coiffait tellement, mais alors tellement bien. C'est donc comme ça, en tant que coiffeuse, elle a beaucoup de clientes permanentes, de clientes permanentes qui viennent là de temps en temps et tout. C'est donc comme ça, il y a une de ses clientes, une cliente de la maison quoi, qui est venue un jour et qui lui a dit, bon, en fait, qui est venue, qui se tressait de temps en temps. C'est donc comme ça, elle avait son salon de coiffure, c'était chez elle. Donc, elle avait pris une petite pièce à la maison et elle a fait de ça son salon de coiffure. Bon, elle a donc décidé, il y avait une nouvelle année qui devait commencer, elle a décidé cette nouvelle année de louer vraiment quelque chose de bien, de faire un truc vraiment classe, vu qu'elle tressait bien, pour aussi essayer d'augmenter le coût parce qu'à la maison, là, c'était vraiment pas classe. C'est donc comme ça qu'elle va aller à la banque pour faire un prêt d'argent. Le prêt lui a été accordé et c'était en fin d'année. Je pense. C'est une histoire qui fait 5 ans aujourd'hui, c'était en fin d'année. L'année suivante, donc janvier, février, comme ça, elle devait donc mettre sur pied ce nouveau concept-là, son nouveau salon de coiffure. C'est donc comme ça que sa copine, sa cliente VIP là, je vais dire qui est Mirabelle par exemple. Mirabelle arrive là un matin. Ouais, ma soeur, je suis dans les problèmes d'argent, je suis tellement coincée. J'ai besoin, je pense, un prêt de 1 million qu'elle avait fait à la banque. Elle dit, ouais, j'ai besoin d'un 500 000 là. Là, s'il te plaît, j'ai un problème qui me dérange comme ça. Maman, comme je prends là, dimanche après là, je pense que c'était peut-être un mardi, dimanche après la tontine, comme je bouffe là directement, je viens te rembourser. Non, c'était un truc comme vendredi, voilà. Donc, quelques 1 ou 2 jours après, je viens te rembourser et tout. C'est donc comme ça que Aline a donc donné l'argent à sa cliente. C'est une cliente maison. Elle a donc remis l'argent. Des jours sont passés. Elle a attendu le coup de fil de Mirabelle fatiguée. Mirabelle n'appelle pas. Elle dit, mais c'est quelle histoire ça, comme ça avec les filles? Comment quelqu'un prend ton argent, te dit je te fais signe dans 2 jours, même m'appeler pour dire que ouais maman, comme tu vois à la tontine, peut-être ça n'a pas été et tout. Elle ne dit rien comme ça, c'est pour que je fasse comment? Voilà donc Aline qui appelle, elle appelle le numéro de
Mirabel est indisponible. Son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe plus. Elle est donc restée comme ça. Essayez même, ce n'était qu'une cliente, donc elle ne connaissait même en gros personne de la famille de Mirabel. Voilà. Donc les mois et les mois et les mois et les mois sont passés. Mirabel apparaît après 5 ou 6 mois avec les 500 000 de Aline. Elle vient dans le salon, à la maison chez Aline. Ouais, excuse-moi, je m'étais déplacée et les choses se sont compliquées pour moi. C'est pourquoi tu as constaté que mon numéro ne passait plus et tout et tout. Voici tes 500 000 que j'avais donc pris là. Elle a donc remis l'argent à Aline. Depuis ce jour que Aline a pris l'argent, c'est 500 000 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que ça fait 5 ans, je vous ai dit. Plus rien n'a plus marché pour Aline. Parce qu'elle dit ce jour-là même qu'elle a pris cet argent, elle se souvient bien de la date, c'était un mercredi, qu'on lui a remis l'argent. Déjà la nuit, son corps a commencé à peser. Elle avait l'impression d'avoir fait le sport toute cette journée. Son corps était tellement lourd qu'elle-même elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc même ce soir-là, c'est son garçon avec lequel elle vit qui l'aidait à aller aux toilettes cette nuit-là même, le même jour même qu'elle a pris cet argent. Et directement le lendemain, Mirabel a disparu de la planète Terre. Elle a encore essayé de joindre Mirabel fatiguée. Ça ne passait pas. Mais elle se disait que c'était peut-être par rapport à toute détresse qu'elle a eu à faire en semaine, peut-être la fatigue et tout. C'est comme ça qu'elle va à l'hôpital. On fait les examens, on ne voit rien. On dit non, ça peut être la fatigue, qu'elle se repose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le jour qu'elle a pris cet argent-là, plus rien, mais alors plus rien n'a marché dans sa vie. C'est donc comme ça qu'un jour, il y a une sœur à Mirabel qui vient au salon de coiffure. Elles sont donc en train de discuter. Aline demande que mais ta sœur est maintenant où? Elle était venue ici, elle m'a pris un argent, elle a fait au moins 6 mois avant de venir me remettre. Elle me remet encore l'argent, elle disparaît. C'est donc là que la petite sœur de Mirabel dit « Ah maman, je lui ai donné l'argent pour qu'elle fasse quoi avec maman? Celle-là c'est une sorcière. » Même dans notre famille, tout le monde a peur d'elle. Tout le monde a peur d'elle en famille. Parce que celle-là, c'est une fille qui passe son temps chez les marabouts. Dans la famille, même, on l'a déjà régnée parce qu'elle a pourri la vie à tellement de jeunes filles dans la famille. C'est comme ça que Aline met la main sur sa tête. Quoi, maman? Elle dit oui. C'est comme ça. Moi-même, sa propre sœur, on ne se parle plus. On ne sait même plus où elle est. Parce qu'on l'avait chassée de la famille depuis qu'on a su qu'elle pratique des choses comme ça. Parce qu'elle a travaillé sur beaucoup d'argent qui ont empoisonné les vies des membres de la famille et tout et tout. Voilà Aline qui se met à pleurer. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Elle dit non. Est-ce que je pouvais imaginer que tu traites les affaires d'argent avec ma soeur? Vraiment, je ne pouvais pas imaginer ça. Comment j'allais faire pour savoir? Elle demande donc à la sœur de Mirabel qu'est-ce que je vais faire. Elle dit maman, je ne sais pas vraiment. Il faut juste prier, essayer de voir des personnes traditionnalistes là s'ils peuvent te faire des lavages et tout et tout. Je dis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que c'est passé. Aline, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne fait plus rien. Elle n'arrive plus à marcher. Elle n'arrive plus à rien faire. Ses doigts même sont déjà paralysés. Tout un côté de son corps, même pour faire les tresses. Aujourd'hui, c'est pas évident. C'est son garçon qui l'aide maintenant à faire des petites coiffures. Pourtant, ce n'est qu'avec ça qu'elle réussissait à vivre. Finalement, sa vie s'est arrêtée comme ça. Comme ça, elle est à la maison. Quand tu la vois aujourd'hui, oh mon Dieu, si on te dit que c'est la même fille qui coiffait tellement bien il y a de cela 5 ans, vraiment, personne ne va vraiment le croire. Tout ça pourquoi? Parce que tu as voulu aider quelqu'un. Oh mon Dieu, quand j'ai écouté cette histoire, vraiment, ça m'a donné la chair de poule. Vraiment, le monde est mauvais. Le monde est mauvais et on ne sait vraiment plus à qui faire confiance. C'est ton propre orteil comme ça qui perce ta propre chaussure. Là, c'était, on va dire, un inconnu. Il y a beaucoup de familles ici. Dans beaucoup de familles, si elle a osé faire ça à ses propres sœurs, combien de fois à un inconnu? Donc, c'est juste pour attirer l'attention de tout un chacun. Vraiment, le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Le monde va vraiment mal. Donc, avant d'aider quelqu'un, vraiment, il faut réfléchir. Et moi, je dis la meilleure solution à faire, c'est de prier. Tu donnes même ton argent à quelqu'un, quand la personne te rembourse la maman, prie sur ça.
Si tu veux aller voir un prêtre, si tu es catholique, si tu veux aller voir un pasteur, si tu peux aller voir, je sais pas trop, compris sur cet argent. Genre, si l'argent a subi n'importe quel sort, vraiment, que le sort soit rompu, ça sera vraiment une très bonne idée parce que, voilà, on ne sait plus à qui faire confiance de nos jours. Voilà, merci à tous. J'espère que cette histoire va édifier plus d'une personne. Merci à DMG. Merci et bonne soirée ou bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter mon histoire. C'est ma première fois ici de raconter une histoire. Et je suis DMG depuis 2022. C'est grâce par le biais d'une amie qui est aussi une fidèle des histoires mystiques sur la page de DMG. Et j'ai pris goût au travers elle d'écouter tout le temps les histoires mystiques. Vraiment, je tiens à remercier DMG pour cette initiative. Vraiment, aujourd'hui, surtout la jeunesse, nous les jeunes, on est tellement parfois voilés par la vérité et tout. Même quand on sait que la vérité est en face de nous, mais on a toujours eu des moyens pour esquisser et tout. Et après, voilà, subir des conséquences et tout. Alors moi, je suis tellement contente et j'ai pris vraiment... ça n'a pas été facile, voilà. Toutefois, je me suis dit, bah, tu as beaucoup d'histoires que tu devrais peut-être partager avec les autres pour édifier ton frère ou ta soeur à vraiment voir les choses sur le plan spirituel aussi que physique. Alors, je vais raconter mon histoire, voilà. Tout se passe en 2010, je rentre nouvellement à la fac, je quitte le lycée pour ma première année à la fac et puis faculté de droit. Et l'histoire se déroule dans un pays d'Afrique centrale qui est la République du Congo. Et l'histoire, je vais nommer cette histoire la chenette magique. Voilà. En 2010, j'ai une amie, voilà, que je vais nommer Esther. Cette amie, c'était une sœur. Bon, disons jusqu'aujourd'hui, c'est une sœur et on faisait tout ensemble. Je l'ai connue à la fac. On était tout le temps ensemble, on faisait tout. Et on était le genre de filles, après la fac, ou soit lors d'une permanence, si on a une permanence, on se rend au marché. Et chez nous, la faculté de droit, en fait, se situe dans une zone assez commerciale. Voilà. Et il y a des marchés, il y a un grand marché qu'on appelle Total. Les Congolais vont reconnaître un marché qui se situe à Brazzaville. Voilà. Les Congolais vont se reconnaître. Et on se rend au marché, ce fameux marché Total. J'y vais avec ma copine et on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait acheter. Vous savez, les jeunes filles, quand on va dans un marché, parfois tu as un programme, mais après quand tu arrives, tout est bouleversé, tu veux tout prendre, tu veux acheter des choses qui n'étaient pas dans ton programme et tout. Donc c'était un peu ça. Je suis allée avec elle au marché, avec Esther, et on s'est arrêté à une table. Voilà, on vendait des bracelets, des bijoux, des colliers, en fait, de seconde main, c'est-à-dire ce que les gens avaient déjà porté, mais c'est juste que ces derniers commercialisent. Voilà. Et arrivé à cette table-là, des colliers et tout, moi j'ai pris une bague. J'ai pris une bague et j'ai montré à ma copine, mais ouais, ta bague elle est très jolie et tout. Et les personnes qui vendaient, c'était une femme et un homme un peu âgé. Les deux pouvaient être dans la quarantaine, voire plus. Et le monsieur me dit, ma fille, j'ai quelque chose pour toi, c'est une chaînette et tout, c'est très joli. Et il m'a montré la chaînette et j'ai aimé la chaînette. C'était le genre de chaînette qui arrive à la fin du torse, au fait. Et au milieu de cette chaînette, il y avait genre comme un rang, et le rang au milieu, il y avait un point
comme un diamant en fait, rouge, un truc comme ça. Soudain, moi, je montre à ma copine, je dis, Esther, regarde ce que le monsieur m'a proposé, m'a montré et tout. Esther me dit, ah, moi, j'aime pas, c'est pas beau et tout, prends un autre truc et tout. Moi, je dis, non, 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 mais moi, j'ai aimé ça. Après, elle me dit, ah, moi, je trouve ça un peu bizarre, mais ben, je sais pas. C'est ce que ma copine m'a dit. Je trouve ça un peu bizarre, mais je sais pas trop. Après, le monsieur, je lui ai posé la question de savoir euh, à combien s'élevait, en fait, la chaînette et tout. Et après, il m'a dit, non, mais si tu as juste 500, tu donnes. Ah, vous savez, à l'époque, on était toutes gamines, on n'avait pas peut-être des moyens, ou bien on pouvait avoir des moyens, mais on songeait à acheter autre chose. Mais après, c'était juste genre des bracelets ou autres pour juste faire joli, quoi. C'était pas quelque chose de valeureux et tout. J'ai donné à ce monsieur-là 500 francs et nous sommes partis. Il fallait qu'on reparte à l'école. Le même soir de ce jour où j'ai acheté la chenette, je dors, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me retrouve en fait dans notre parcelle. Et que je suis dans notre parcelle, dehors, et il faisait beau temps et tout. Du coup, j'entends une personne qui sonne, genre au portail, qui sonne et tout. Ça, c'est dans le rêve, voilà, qui sonne. Et puis, nous, on a un petit truc, un petit trou pour voir qui est devant le truc et tout. Et c'était des étrangers de l'intérieur. Je leur ai demandé, mais vous cherchez quoi? Vous cherchez qui? Parce que vos visages là vos visages ne me sont pas familiers et je peux pas vous ouvrir la porte et tout, le portail. Oh non, mais on est venu juste récupérer quelque chose qui nous appartient et tout. Moi, je dis, mais quelle est la chose que vous êtes venu récupérer? Parce que mon père et ma mère sont sortis. Ils m'ont pas dit qu'il y a quelqu'un qui viendra ici récupérer telle chose. Essayez de me rafraîchir la mémoire afin que, voilà, si c'est vraiment quelque chose d'urgent, j'appelle mes parents pour leur demander si il était nécessaire que je donne quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et voilà, le monsieur, il insiste, me dit, mais tu peux nous laisser entrer. Je dis, non, je ne pourrais pas vous laisser rentrer parce que vous êtes inconnu et tout, je ne pourrais pas vous laisser rentrer. Et après, il y a l'autre qui était à côté de lui qui disait, non, mais tu as quelque chose qui nous appartient, depuis que tu as ça, nous on n'est pas à l'aise, il faudrait que tu nous remettes la chose là. Je dis, ah donc il s'agit de moi, mais c'est quelle chose et tout et tout. Non, c'est une chose que toi tu avais pris et tout, je dois nous remettre ça parce qu'on nous demande ça, on doit remettre la chose en question dans l'immédiat. Parce que si tu ne remets pas ça, il y aura des répercussions sur toi et tout. Genre moi dans le rêve je ris, je dis, mais attends, moi, je ne reconnais pas ce que vous me demandez. Alors, ça me fait tellement rire. Et du coup, je me suis réveillée quand je regardais, parce que moi, j'ai toujours pour habitude, quand je dors, si je fais un cauchemar et tout, et quand je me réveille, je suis toujours là à regarder l'heure. Donc, ce jour, il était 2h10. Pour moi, j'ai banalisé le rêve. Je suis repartie à l'école le matin. Je n'ai même pas dit à ma copine que non, voilà le rêve. Pour moi, c'était passé, quoi. Et ce rêve était devenu répétitif. Tout le temps, je faisais des rêves des gens qui me menaçaient parce que j'avais quelque chose qui leur appartenait. Mais tout ça, je parlais jamais ni à un membre de ma famille, ni même à ma copine Esther. Je ne disais rien. Pour moi, je me disais, bon, ce sont des rêves et tout. Donc, vraiment, les rêves ne sont pas réels. Moi, c'était comme ça. Et vers le mois de janvier, on avait des partiels, genre des sessions, des examens qu'il fallait passer et tout. Et la première semaine des examens, c'était réservé aux épreuves écrites. Il fallait attendre la deuxième semaine pour passer des épreuves orales et tout. Donc la première semaine passe, mais la première semaine, je me sens pas trop bien. J'ai comme genre de la fièvre et tout. Comme tout bon Congolais, quand on a un peu la fièvre et tout, parfois on se dit, c'est le palu, il faut essayer de faire la goutte épaisse, il faut essayer de voir et tout. Donc c'était un peu ça. Et je me rappelle, je suis allée à l'hôpital avec ma mère ce jour, et on essayait de voir, j'ai fait la goutte épaisse, il n'y avait pas de palu, ni rien. Après, parfois mon père me disait, ouais, c'est normal parce que
Souvent, moi, quand je fais les examens, après la semaine qui suit, je suis souvent fatiguée. Donc, lui, il se disait, ah, c'est la fatigue, parce que c'est le surménage et tout et tout. Et je me sentais vraiment, mais vraiment mal. Après arrive la seconde semaine où je devrais finir avec, au fait, clore ma session d'examen avec les oraux. Et à l'époque, à la promotion 2010, on avait un professeur, voilà, je ne vais pas dire son nom parce que, bien que ça fait longtemps, mais c'est un nom assez, c'est un nom un peu, voilà, si je le dis, c'est un nom politique et je ne peux pas vraiment dire son nom ici. Mais peut-être en suivant bien le live, plutôt en suivant bien mon histoire, vous allez, pour les Congolais, ils vont peut-être reconnaître le monsieur. Et je passe l'oral, c'était mon tour, c'était dans une matière de politique et tout. Je rentre dans la salle, je me positionne, j'attendais que le monsieur commence à me poser des questions et tout. Le monsieur me regarde bizarrement. Il me regarde, bah moi moi dans mon cœur je me dis mais pourquoi le monsieur me regarde comme ça, je suis censée passer l'examen mais lui il me regarde et tout. Et le regard, c'est pas un regard, vous voyez, d'un homme qui aime une femme et tout, mais un regard vraiment, mais c'est comme si il cherchait à comprendre quelque chose. Et puis, son regard, c'était sur le bas de mon torse. Le bas de mon torse où s'arrêtait ma chenette. Je vous assure qu'il a regardé cette chenette au moins 5 minutes sans rien dire. Et moi, j'étais là, debout, à juste le regarder. Il était là. Et la porte de la salle n'était pas fermée. Du coup, il y a d'autres étudiants qui se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur que le monsieur ne dit rien, la dame aussi ne dit rien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Après, il appelle le délégué et il dit au délégué, fais-moi sortir cette fille-là, elle ne va pas passer l'oral. Je suis là, presque en larmes, je lui pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas passer l'oral? Donnez-moi une simple raison, je suis sur moi, je n'ai pas triché, c'est l'oral, je ne peux pas venir avec une feuille ou quoi que ce soit qui sera peut-être suspecté voilà, me dire que j'ai triché sur quoi que ce soit. Je ne me reconnais pas dans ce que vous dites jusqu'à ce que vous preniez, voilà, jusqu'à ce que vraiment vous preniez la décision de ne pas me faire passer l'oral. Il dit au délégué, sors, ferme la salle, je t'appellerai au moment quand elle finira et tout. Il a changé d'avis, je suis restée. Après, il me pose la question, il me dit, tu penses que toi, tu peux m'avoir? Moi, je vais te détruire, ma petite. Je ne pourrai jamais oublier ces phrases-là. Il me dit, toi, tu penses que tu peux m'avoir? Moi, je vais te détruire. Après, il me dit, tu sais d'où je veux en venir. Je suis restée, j'étais choquée, scandalisée. C'est comme si on m'emmenait quelque part et que je ne réalisais pas. C'était ma première année, mais je me suis dit, mais de toutes les années où j'étais à l'école, je n'ai jamais tué une petite mouche comme ça. Même mouche, je n'ai pas tué, même mouche, je ne sais pas comment. C'est quelqu'un comme ça, une personne âgée, que je vais. Et puis, je connaissais la position de cette personne dans le pays. Moi, je vais aller faire quoi? Qui va, je ne sais pas. Je suis restée là. Il me dit, moi, je vais te détruire. Vous, les étudiants, vous avez des choses de dominance. Quand vous venez ici devant nous, vous faites les gris-gris pour que, voilà, on soit bête devant vous, qu'on vous donne des notes et tout et tout. Moi, je dis, monsieur. Je vais l'appeler monsieur Samba, en fait. Je dis, mais monsieur Samba, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Vous avez vu des gris-gris où? Vous avez vu des gris-gris où? Moi, j'ai déjà fait des gris-gris. Est-ce que moi, j'ai déjà fait des gris-gris dans ma vie? Je sais même où est-ce qu'on en fait. Je ne sais même pas comment est-ce que ça... On le fait, au fait. Et voilà, le monsieur me dit,
où est-ce que toi tu as acheté cette chaînette-là? C'est là où je dis, ah mais monsieur, la chaînette, je l'ai achetée juste là au marché. Et à 500, j'étais avec ma copine, j'ai vu la chaînette, c'est un monsieur qui me l'a proposé. Après, j'ai donné l'argent, j'ai payé. Le monsieur m'a dit, il faut faire très 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 attention. Parce que je ne vais pas beaucoup parler. Tu vas revenir ici faire l'oral quand tu viendras ici sans la chaînette et tout. Moi, j'ai dit, monsieur, si c'est la chaînette qui vous dérange, je peux l'enlever sur place. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Il m'a dit, même si tu enlèves cette chaînette, physiquement, on ne la voit pas, mais invisiblement, disons dans le monde astral et tout, ça montre toujours que tu as cette chaînette-là. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, là, on t'est quitté du droit à la spiritualité. Il m'a dit, en tout cas, je ne te passerai pas l'oral. En monte, en descend, tu ne passeras pas mon oral. Tant que tu n'as pas enlevé ça, je ne passerai pas mon oral. Je suis sortie de là, j'ai pleuré. Les gens étaient venus me poser, mais qu'est-ce qui t'a fait? T'as mal répondu aux questions ou quoi et tout et tout. Je n'ai donné aucune réponse à qui que ce soit. Je suis rentrée chez moi en pleurant. J'ai pleuré, mon père m'a posé la question, pourquoi tu pleures? Je lui ai expliqué l'histoire. Il m'a dit, oh, donc voilà, t'achètes une chaînette et lui il dit qu'il n'aime pas, et c'est pas une chaînette assez provocante et tout et tout. Voilà, il a raconté. DMG, cette nuit-là, Dieu m'entend parler si j'ai dormi. C'était la bagarre. C'était la bagarre cette nuit-là, c'était la bagarre. Mon sommeil. Une armée de gens que je ne connaissais pas, avec des bâtons, avec des houes, des pierres, je ne sais pas, toutes sortes je sais pas, d'instruments ou, je sais pas, pour faire du mal à quelqu'un, devant notre parcelle. Ils étaient là, ils ont cassé le portail, ils sont rentrés, et devant la porte, il y avait ma mère. Ma mère a posé la question, elle me dit, oh, moi je veux voir le chef de gang. Quelle est cette personne qui cherche mon enfant? Et vous cherchez mon enfant, pourquoi? Non, votre enfant, elle a quelque chose qui nous appartient. La dernière fois, on était venu ici, on lui a demandé de remettre. Mais elle fait à sa tête et tout et tout. Après, ma mère m'a posé la question, mais la chose en question, c'est quoi? Elle doit nous remettre la chaînette là, on doit repartir avec. Et par la suite, j'ai sursauté de mon lit. En sursautant, j'ai crié. Du coup, mon père et ma mère, ma grande sœur, les trois sont arrivés dans ma chambre pour me demander ce qui n'allait pas. J'ai raconté l'histoire. Ma mère, vu qu'elle a vu le problème de l'eau, elle m'a dit non, je dois me lever. Cette nuit est passée, c'était cauchemar sur cauchemar. J'ai fait 2 mois, je n'allais pas à l'école parce que j'étais gravement malade. Je ne mettais plus cette chaînette. Partout où je passais en fait, dans des églises, je ne sais pas où, on me disait toujours, ah, votre fille, elle a un truc sur son cou. Mais pour enlever ça vraiment, il faut faire ça. Sinon, vous allez la perdre dans 1 mois. J'étais là, scandalisée. C'est comme si, en fait, j'attendais juste ma mort parce que j'avais perdu. J'étais devenue misérable, méconnaissable. Donc, mon histoire, en fait, ma situation était devenue tellement urgente. Était devenue tellement urgente. Maladie sur maladie. Tout sur tout. Mal au ventre sur mal au ventre. La tête, n'en parlons plus. Mes pieds, je n'arrivais plus à marcher. Les gens me soulevaient pour aller aux toilettes, pour aller prendre un bain, pour manger. Et un jour, ma mère va voir une femme, voilà, les femmes chez nous qui jouent avec des coris et tout. Ma mère est allée voir cette femme. La femme a dit, ah, avant que ma mère ne parle de mon histoire, elle va dire, ah, moi je vois que tu vas perdre un enfant. Je vois que tu es en train de perdre un enfant d'ici peu. Ça va pas rater. Si tu ne fais rien avec ton père, avec son père, ça va pas rater.
Après, la dame elle a dit à ma mère, réveillez-vous à 1 heure du matin dans votre cour. Toi et ton mari, parlez en langue. En fait, notre langue vernaculaire, en fait. Parlez en langue. Vous parlez en langue et vous allez faire un sacrifice. Vous allez aller à Pointe-Noire. En fait, à Pointe-Noire, vous allez aller dans un site, faire des cérémonies et tout, jeter des choses dans l'eau et tout pour récupérer votre enfant parce que votre enfant est déjà très 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 loin. Celle que vous voyez là, c'est juste sa peau, sinon elle n'est plus là. Je n'allais plus à l'école. Hein. Je n'allais plus à l'école. Je n'avais plus aussi cette chaînette sur moi, mais mystiquement, cette chaînette était sur moi. Mystiquement, elle était sur moi. Et on fait un tour à Pointe-Noire. Mon père, ma mère, ma grande soeur et moi, on va à Pointe-Noire. On va à Pointe-Noire. Et déjà cette nuit-là, avant d'aller à Pointe-Noire, mes parents ont parlé mais fort. Ils ont parlé en langue en disant, ma mère parlait et disant, moi j'ai mis au monde mon enfant. On n'est pas allé chez des charlatans, on n'a rien fait pour que cet enfant vienne au monde. Mon père aussi a parlé que ici, là, c'est ma maison. Si c'est un endroit où vous voulez chercher ma fille, ici, c'est pas chez vous. Je n'ai pas travaillé. En fait, je n'ai pas construit cette maison avec le sang de quelqu'un. La propre sueur de mon front. J'ai travaillé dur pour avoir cette maison. Ma femme aussi. On a tous été là pour nos enfants et tout. Et je n'accepterai jamais que j'enterre mes enfants. Ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Ils ont un peu parlé comme ça dans notre langue vernaculaire. On est allé à Pointe-Noire. Et puis la maman nous avait donné des directives et tout. On est allé à Pointe-Noire. Il fallait acheter une poule blanche. Il fallait avoir du kaolé. Il fallait, genre un rituel quoi. Mais mes parents étaient obligés de le faire parce que on est passé par des prières. Quand je dis toujours, parfois il est important de revenir à la source. Parfois il est vraiment important de revenir à la source parce que vraiment, je ne dis pas que Dieu ne peut pas. Dieu, il fait toutes choses. Qu'est-ce que je dirais même? Je dirais que Dieu, en fait, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est Dieu qui a créé des plantes. Il arrive tout ça. Mais c'est juste que parfois, il y a certaines personnes qui en utilisent pas d'une bonne manière. D'autres utilisent ça pour faire du mal aux gens et tout. Donc, bref. On va là-bas. Et moi, quand je partais là-bas, moi, on me soulevait. Hein. C'est mon père qui me mettait au dos parce que je ne marchais plus. Mon père qui me mettait au dos. Je suis arrivée là. Ma mère m'a déshabillée. On m'a mis un pagne. On m'a attaché des choses. Et tout. Des feuilles. Du kaolé. Et puis, la dame qui avait consulté ma mère, nous avons envoyé auprès d'une autre dame qui maîtrisait ces choses-là. Donc, on est allé là-bas. On a pris la poule. On a jeté la poule dans l'eau. DMG. Une fois qu'on a... Parce que si tu jettes quelque chose dans l'eau, c'est pas aussitôt. À moins que cette chose est vraiment lourde, ça rentre directement. Comme un caillou, si tu prends un caillou pour jeter dans l'eau, ça rentre direct. Mais la poule, elle va quand même flotter, elle va quand même faire un effort parce que la poule n'était pas... Elle était encore vivante. Donc du coup, on a pris la poule, elle a jeté la poule aussitôt. C'est comme s'il y a une personne qui a tiré la poule dans l'eau, dans les profondeurs. Nous tous, on était étonnés. Il n'y a pas une personne qui n'était pas étonnée. Que ce soit mon père, ma mère, ma grande soeur, moi, on était tous étonnés. C'est comme si il y a une personne qui a tiré directement la poule. On a acheté la poule, on a acheté des pièces de 50, de 25, on a acheté des biscuits, des fleurs, tout, du jus, on a versé du lait, on a versé tout. Après, la dame m'a dit, vous avez la chance, parce que votre fille était très, mais très loin. Et il lui manquait peu de temps pour mourir, au fait. Très loin. Mais, c'était le truc, en fait, et après, elle a dit, la chenette, quand le monsieur l'avait donnée, c'était pour voler son âme. Après, faites très attention. Même quand vous partez au marché, priez chez les personnes. En fait, priez de tomber sur des bonnes personnes. Des commerçants qui vont de tomber sur des bonnes, pas seulement la bonne marchandise quand tu vois, non mais c'est bien. Mais prie aussi pour l'état d'âme de cette personne. Demande à Dieu de te montrer l'état d'âme des personnes envers qui tu vas acheter quelque chose en fait parce que tu ne connais pas. La dame a comment on appelle ça, a décrit le monsieur qui m'avait donné. Le monsieur, elle commence à parler. Le monsieur, il est comme ça.
le monsieur là, il quitte de très loin. En fait, il était dans un village. Il est remonté parce que lui aussi, il cherche à briller, au fait, dans ses affaires. Du coup, on l'a dit, pour briller, vu que les filles sont toujours attirées par des bijoux, des habits et tout, c'est un truc, c'est vraiment un avantage pour toi de prendre une âme, en fait, de la sacrifier afin que toi, tu montes. Mais le monsieur, il va pas. Après, ben, elle disait, mais le monsieur, il va pas tarder à mourir parce qu'il a échoué à sa mission. Parce qu'on t'a fait des gens bénévoles. Tu as vu? Après, elle a dit, t'as vu? Malgré que tu avais enlevé ta chenette, tu avais toujours la chenette mystiquement faite. Il n'y avait que des personnes qui ont deux yeux, en fait, des personnes qui ont trois yeux, pardon, pour voir que la chenette existait. Et le monsieur, le professeur qui n'a pas voulu te faire passer l'oral, il savait ce que toi tu avais qui dérangeait, qui passe la lumière parce que lui, il est aussi dans ce monde-là en fait. C'était comme une confrontation entre ce que toi tu as et aussi son petit démon qu'il a en fait. C'était un peu ça. Elle a raconté tout. Elle m'a dit non, vous pouvez repartir. Vous pouvez repartir. Et on est rentré à Brazzaville, on a continué les prières et tout. À un moment donné, les ménages, parce que les gens venaient pour genre me dire pourquoi ils m'ont fait sortir de là où j'étais et tout et tout et tout. J'ai fait au moins pratiquement 2 mois, je ne marchais pas. Mais après, j'ai commencé à marcher et tout et tout. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est que ce soit les filles ou les garçons, soyons vigilants. Soyons vraiment vigilants. Moi, je vous parle aujourd'hui parce que Dieu m'a accordé, je peux dire, une seconde chance de la vie, de respirer encore, de pouvoir être là, à vous relater cette histoire qui est la mienne. Voilà, sans filtre et tout. C'est ce que j'ai vu, tout ce que je vous ai raconté. C'est ce que j'ai vécu et tout. Et donc, je m'adresse vraiment à la jeunesse. Quand vous allez au marché, surtout pour ces choses-là de seconde main, quand il s'agit des bijoux, bien des habits, priez souvent parce que vous ne connaissez pas l'état d'âme de la personne, par exemple, qui a porté le bijou ou soit même l'habit, ou l'état d'âme de la personne qui vous vend le matériel et tout. Donc, soyez vraiment vigilants. Soyez vraiment, vraiment vigilants, en fait. Et donc, croyez parfois aussi. Je me dirais que parfois, la tradition, c'est quelque chose. Si on avait pris d'autres routes, je pense pas qu'aujourd'hui je serais là à vous relater mon histoire. Donc voilà, mon histoire s'arrête par là. Et comme toujours, commentez, likez, partagez, voilà pour agrandir la famille. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté. Likons, partageons avant de commencer à écouter l'histoire. J'appelle vraiment les parents à la vigilance. Soyons vigilants, chers parents. Prions pour nos enfants et veillons sur nos enfants. Je vais raconter une petite histoire de mon cousin qui s'est étendue sur une longue période d'années, certainement 13-15 ans par là. Le petit, il était bien. Il a eu son CEP. Il devait aller en 6e. Il vivait chez mes parents. Il devait aller en 6e. Tout allait bien. Il est parti en vacances chez sa maman. Il a décidé de ne plus revenir parce que, vous savez, la mauvaise compagnie, je vais le dire comme ça, corrompt les bonnes mœurs. Il est allé en vacances. Il a eu sa troupe d'amis avec qui il a commencé à s'amuser. Il ne voulait plus rentrer à la prison là-bas chez nous, en fait. C'est donc comme ça que dans sa troupe, il s'est retrouvé en train de prendre ce qu'on appelle communément au quartier le mbanga. Il a commencé à prendre le mbanga, à se doper là et tout. Je ne sais pas s'il a mélangé avec d'autres drogues et tout. Il était devenu méconnaissable. Il dormait dans les cimetières et tout. Il ne se lavait plus. Il faisait de la délinquance juvénile à Pro Max parce qu'il agressait même déjà les gens et tout. Moi, je n'avais pas peur de lui. Comme moi, j'ai vécu avec lui, malgré le fait qu'il faisait peur, il ne se lavait pas, il agressait les gens et tout. Quand moi, je le voyais, on parlait peace. Je lui dis, c'est comment? Je vais l'appeler Jean. Jean et tout, ça va? Pourquoi tu te laves pas aux grandes sœurs et Céleste seulement?
On dit que oh, je suis fou, je suis ceci. Moi, je suis pas fou, elle m'a bigressé, je suis pas moi fou. Moi, je ne comprends même pas comment. Moi, justement, là, je suis un dealer, je fais mes trucs. Il parlait doucement, genre, manière, façon. Il parlait toujours comme s'il était dans les vapes, avait un peu de ralenti dans sa façon de parler. Il me dit, moi, j'agresse seulement les gens, hein. Si j'ai envie d'acheter mon truc, je te vois là, j'arrache seulement le sac. S'il y a le téléphone, je gnang le téléphone là, et j'achète moi mon truc. Moi, je fous quoi avec les téléphones et tout. D'ailleurs, sont ta Grèce, restez. Dis que tu es la soeur de tel, d'un tel. C'est mon nom du D'ailleurs, machin, ceci. Maintenant, la grande soeur de Paul, j'ai appelé Jean Paul, j'ai oublié. Sa grande soeur, elle, c'est une chrétienne, elle prie beaucoup et tout et tout. Chaque fois à l'église, on disait que tu as un petit frère comme ça, comme ça, comme ça. Il faut beaucoup prier pour lui. Mais comment faire pour le prendre jusqu'à l'amener à l'église pour qu'on prie pour lui? Elle, certainement, elle n'a pas assez de spirit en elle, assez je sais pas, une foi qui peut déplacer les montagnes pour déclarer dans la vie de son petit frère pour que la chose se fasse. Elle priait quand même. Mais le pasteur voulait qu'il vienne. Ah, ça a mis du temps. On le voyait même pas. On pouvait faire un monde, on ne le voit pas. Il est dans ses cimetières, dans ses trucs et tout. Après, voilà, elle aussi, elle a commencé à accélérer dans les prières, voir d'autres pasteurs. On priait à distance, on priait à distance. Et puis finalement, le Seigneur a touché son cœur. Il a pu revenir à la maison, commencer à se laver de temps en temps, devenir un peu plus calme et tout. C'est comme ça qu'on l'a donc amené à l'église. On a dit, c'est un tel qui a fait ça à ton enfant. Et ce sont des personnes proches, il faut le signifier. Ce sont des personnes proches qui ont fait ça. C'est un tel qui a fait ça à ton enfant et tout. Au moment où je vous parle, il travaille. Il est devenu l'enfant que j'ai connu quand il était petit parce que je suis son aîné de beaucoup d'années. Il est devenu cet enfant-là. Il travaille, il est devenu calme, propre, tout ce qui va avec. Il ne prend plus ni d'alcool, ni rien du tout. C'est devenu quelqu'un d'autre. Donc, j'appelle vraiment les parents à la vigilance parce que il y a des personnes qui mettent la main noire sur nos enfants, on ne les reconnaît plus, on appelle la têtutesse. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la têtutesse. C'est mystique, c'est spirituel. Donc, vraiment, veillons sur nos enfants, prions pour nos enfants et tout. Merci, partagez, likez. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut, monsieur DMJ TV. Mon nom, c'est Stéphane, l'Ivoirien au Nigeria. Ça fait vraiment un bail. Il y avait un problème avec mon WhatsApp. Donc, mon autre appareil avait eu un peu de problème. J'ai essayé de changer d'appareil et mon WhatsApp refusait de s'installer. Donc, c'est pourquoi je suis resté un peu longtemps sans de messages. Bref, je viens aujourd'hui pour vous raconter aussi des histoires mystiques comme le principe de l'émission DMG TV. Et ça, c'est des histoires aussi c'est des vécus qui sont vraiment un peu étranges. Ça s'est passé, quand je vais vous dire, le mois passé. J'ai vu une fille dans mon nouveau endroit de travail, donc que j'ai été employé. Bon, je voulais aller observer l'endroit parce que le Nigeria est devenu un peu difficile, donc il faut au moins un salaire qui va concorder à nos dépenses. Donc, j'étais allé pour observer. Arrivant là-bas pour travailler, j'ai croisé une belle dame qui était là comme vraiment, elle est attirante. Et quand je l'ai vue, je me suis rappelé d'une fille que j'ai croisée une fois à Abuja. Présentement, je suis à Lagos. Que j'ai croisé à Abuja. Une fois, elle était au feu, qu'elle m'a fixé. Et puis la dame, dans la soirée, elle s'est infiltrée dans mon sommeil et a commencé à faire l'amour avec moi. Donc j'ai vu le même genre de personne
Et quand j'ai vu la fille, j'ai directement pensé à une revenante, ou un esprit qui s'est déguisé en homme pour travailler dans l'entreprise qui est à côté de mon lieu de travail. Et j'ai essayé de l'observer. Je prenais un miroir pour voir si elle allait apparaître dans le miroir. Pour voir, j'essaie. Quand elle passe, j'essaie de... parce que je voulais l'aborder. Quand elle est apparue, je l'ai vue dans le miroir. J'ai été un peu rassuré. Donc, on va passer à l'action. Je vais chercher à l'aborder. Elle est venue, je lui ai donné au moins des compliments. Une fille, you look beautiful, I like you, the first day I saw you. Tu comprends, j'ai commencé à l'aborder. Le premier jour, je t'ai vu, bon, tu es très belle, tout ça, tu me plais bien, je veux que tu sois une amie à moi. Donc, comme d'habitude, les filles, elle a commencé à faire son malin. Mais moi, il y avait mon objectif. Mon objectif, c'est de découvrir qui est cette fille même. Exactement, parce que moi, j'aime vraiment j'aime les épreuves, j'aime vivre certains trucs vraiment directement. Donc, comme j'ai été victime aussi que une année dans mon village, qu'une fille a fait disparaître mon appareil génital. Elle a fait disparaître ça. Donc, je suis un peu habitué à certains trucs. Donc, je voulais savoir vraiment qui est cette fille. On a causé, bon, elle m'a bien accueilli. Je lui ai demandé son numéro. Elle a commencé à tourner. Elle me regarde d'une manière. Elle refuse. J'insistais. Elle refuse. Au bout d'une semaine, la fille me dit non que bon, elle s'en va au marché. À son retour, elle va me donner le numéro. Je suis patient. Elle est venue, elle a fait comme si elle m'a pas vu, elle est partie. Le surlendemain, je l'ai vu, je l'ai abordé encore. Je l'ai forcé même. Elle a donné le numéro oralement, comme ça. Il n'y avait pas de téléphone en main, elle m'a donné oralement. Comme quand tu veux quelque chose, j'ai essayé de... C'est 11 numéros, donc j'ai essayé de enregistrer ça dans ma tête rapidement. Je suis rentré dans l'atelier, j'ai essayé de taper, je l'ai appelé, elle a répondu. Enfin, on a commencé à causer. On a causé, on causait. Même, son attitude est un peu, après les Anglais, un peu strange. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre. Je n'arrive pas à la cerner. J'essaie de la cerner. Je lui pose certaines questions. Tu pries souvent? Elle dit, elle prie pas. Elle dort comme ça. Je dis, mais comment tu peux pas prier? Mais tu vas à l'église? Elle dit, elle va à l'église. L'homme qui n'arrive pas à prier, tu vas à l'église comment? Donc, j'étais en train de la magouiller, essayer de voir comment je peux venir même en contact direct avec elle. Une fois, je suis là un dimanche, elle m'appelle subitement, elle me dit que moi, depuis ce dimanche, elle ne l'a pas appelé. Pourquoi? Qu'elle avait envie de me voir, tout ça. Et puis, je me suis fait tard. Elle dit, mais si c'est quelqu'un que tu te tiens à cœur, tu peux venir me trouver dans mon lieu de travail ou bien venir me voir. Je dis, si c'est ça, c'est pas un problème. Je suis monté dans la voiture rapidement, je suis parti. Bien vrai que je n'ai pas prévu ça avec les temps difficiles de Nigeria et puis les transports qui sont un peu coûteux. Bon, je n'ai pas pensé à ça, je suis parti et puis on est arrivé, on a fumé un peu, on s'est assis quelque part, on s'est fait plaisir. Et laissé, je suis parti. Donc j'essaie d'envoyer quelque chose que tout le monde, c'est pas toutes les filles, tout le monde que vous voyez qui sont vraiment sains et qui ont l'esprit un peu, qui ont l'esprit sain. Donc aussi, nous les hommes là, il faut qu'on prie aussi. Il faut qu'on prie parce que moi, les convenances que j'ai dans ma maison, je prie à chaque fois que, quelle que soit la personne qui a un mauvais esprit, qui a des mauvaises pensées, qui rentre ici, qui ne puisse pas être confortable,
et que cette personne sorte d'ici, ne revienne plus. Donc ça, c'est ma prière. Et c'est comme ça, je l'ai tourné jusqu'à un jour, elle a accepté de venir chez moi. Un samedi, elle est venue passer le week-end avec moi. Il y a une nourriture de sa langue que j'aimais bien, qu'on appelle oha soup, que je voulais bien manger. Je lui ai demandé de préparer, si elle vient chez moi, elle va préparer pour moi. Elle m'a dit quoi acheter, et il y a certains trucs qu'elle a acheté. Donc elle est venue, on est arrivé chez moi, elle dit bon, elle veut manger shawarma. Je l'ai fait sortir, on allait payer shawarma, elle a mangé, tout ça, on est arrivé. Elle dit elle veut se reposer. Je dis ok, c'est compris. J'en veux boisson, elle a refusé de boire. Bon, c'est sucrerie seulement elle a pris. Et on est resté là. Subitement, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit bon, comme on doit dormir, on peut prier ensemble. Elle dit de prier, je voulais prier en français, elle dit non, de prier en anglais. J'ai dit ok. J'ai commencé à prier, elle voulait fada, j'ai commencé à prier en anglais, j'ai fini de prier en anglais, j'ai dit bon, comme j'ai prié en anglais que tu as compris, tu pensais que peut-être que j'ai prié contre toi. Attends, je vais prier en français aussi. Donc j'ai prié en français en m'adressant à elle parce que plus que il y a des prières que si je faisais ça en anglais, elle va comprendre, elle va penser que moi je pense qu'elle a un mauvais esprit. Donc j'ai prié en français. Quand j'ai prié en français correctement comme je voulais et que mon cœur restait tranquille parce que j'avais un peu de perturbation. Donc quand mon cœur s'est calmé, je me suis dit bon, c'est déjà assuré. Donc on peut aller au lit. Elle est couchée. Elle dit, elle me touche, elle dit, elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à dormir. Je dis, mais dors tranquillement, faut te relaxer parce que chez moi ici, il n'y a rien, je ne fais pas de fétiche. Je prie Dieu, donc il faut te relaxer, il n'y a rien. Dors correctement. Elle dit, son esprit est un peu bizarre. D'un coup, elle a commencé à regarder quelque chose dans sa truc, dans son téléphone. Et elle s'est endormie légèrement. J'ai pris le téléphone. Quand j'ai éteint son téléphone, elle s'est relevée en sourcil. À partir de là, de minuit jusqu'à 6 heures, elle n'a plus dormi. Elle me dit non, que moi, il l'a fait venir chez moi. Elle a commencé à se lamenter. Il me l'a fait venir chez moi. Elle est venue faire veiller. Mais tu es venu faire veiller, ça veut dire quoi? C'est moi qui t'ai dit de ne pas dormir. Elle dit non, elle n'est pas à l'aise. Il dit mais le matelas n'est pas bon. Elle dit le matelas est bon. Il dit mais il y a quoi? Elle ne peut pas me dire correctement ce qu'elle ressentait. Donc je lui ai dit bon, si c'est ça, je m'excuse. Elle avait commencé à me menacer. Elle-même là, elle ne sait pas si elle va revenir ici me rendre visite encore. Je dis, ça te concerne. Moi, je t'ai fait venir ici. Ce que tu m'as demandé, je t'ai donné. Donc, qu'est-ce que tu veux? Donc, je pense que si tu m'aimes pas, ça s'arrête là. Si tu m'aimes, on va continuer notre relation. Mais bon, je ne te forcerai à rien. Donc, rentrons à la cuisine. On n'est qu'à aller préparer. On a commencé à préparer. On prépare. On a préparé. Je vois qu'elle prépare. Je lui donne l'ail, elle ne veut pas mettre dans la nourriture. Je lui donne l'oignon, elle ne veut pas mettre. Je dis non. Elle dit non, qu'elle n'aime pas l'oignon, elle n'aime pas l'ail, elle n'aime pas. Je dis mais la nourriture là, c'est moi qui t'ai dit de venir préparer. Ça, c'est ma nourriture. Je dis de préparer la nourriture. Toi, tu vas manger un peu et puis tu vas partir. Le reste là, il va manger. Donc, il ne va jamais te laisser préparer sans mettre l'oignon dedans. Moi, je ne mange pas ce genre de nourriture. Donc, j'ai coupé l'oignon, j'ai mis dedans. Même pour tester la sauce, elle a refusé. Subitement, elle est venue, elle est venue bizarre. Elle dit, elle veut rentrer. J'ai dit, ok, tu veux rentrer, il n'y a pas de problème. Tiens ton transport, allant et te mettre en route. Je l'ai mis en route, elle est partie. Elle est partie, et quand elle est arrivée, elle m'a appelé, j'ai répondu. Le lendemain, je l'appelle, elle décroche. Le lendemain, il appelle, elle décroche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je la rappelle. 3 jours après, je l'appelle, elle prend le téléphone, elle dit que je fais exprès. Je voulais t'éviter, que je fais exprès de ne pas prendre ton téléphone.
tu m'as envoyé chez toi, je ne suis pas à l'aise, je suis comme ça, quelque chose me faisait ça, quelque chose... Mais qu'est-ce que tu faisais quoi? Elle dit non, que je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise, comme ça, d'ailleurs même, à partir d'aujourd'hui, il faut m'éviter. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, pour t'éviter, c'est ça, c'est un problème. Donc ça, c'est l'histoire. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, donc je vais effacer ton numéro de suite. Et puis bon, on ne s'appelle plus, tu ne m'appelles plus, je ne t'appelle plus, et puis bon. On arrête notre relation parce que je ne peux pas suivre quelqu'un qui a un esprit qui veut venir te posséder. Si comme si je ne suis pas un homme qui priait souvent, même qui a des convictions de prière souvent, parce que je ne suis pas un homme qui prie pour chez mes convictions. Avant de sortir de ma maison, avant de rentrer, avant de dormir, ça c'est des choses que au préalable je dois le faire. Donc c'est ce qui m'a sauvé, c'est la prière qui m'a sauvé. Donc je vous dis qu'elle n'avait pas de bonnes intentions, même si elle a des bonnes intentions, elle est habitée par un esprit vraiment manipulateur et un esprit démoniaque. Donc ça c'était la morale de l'histoire. Chacun doit prier, chacun doit prier. La prière c'est primordial. Merci beaucoup DMG TV. Partagez, aimez, likez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Avant de commencer mon histoire, je vais juste vous demander de liker, de partager et de vous abonner. Voilà, cela va beaucoup édifier et encourager DMG. DMG, que Dieu te bénisse toi-même comme ça. Parce que ce que tu fais là, c'est l'œuvre de Dieu. Toi-même, je suis sûre que tu ne sais même pas pourquoi tu as commencé par raconter des histoires comme ça sur les réseaux. C'est l'Esprit de Dieu. C'est plus toi-même qui es en train de faire. Dieu t'utilise beaucoup. Bon, dernièrement sur ta chaîne, il y a des gens qui ont beaucoup témoigné que à l'université, il y a des sectes, même dans les collèges. Donc, ça m'a rappelé une histoire que j'avais aussi lue quand j'étais en première au Bénin. Et ça s'est passé dans l'université d'Abomey-Calavi. C'est la plus grande université publique du Bénin. L'université là-bas, là, en tout cas, les Béninois savent, c'est la jungle, cette université-là. Et je pense que tous les Africains qui font les universités publiques savent de quoi. Quand je dis c'est la jungle, les universités publiques, c'est vraiment la jungle. On est beaucoup, on est mélangé. Même les professeurs, tout est mélangé. On ne sait même pas qui est qui. Donc, le monsieur, il a témoigné en anonyme, mais il a quand même donné les détails. Ça s'est passé au Bénin. Il a dit que, en réalité, il est très intelligent. Il a fait les droits. En tout cas, c'est un homme de droit. Et il disait qu'actuellement, quand il écrivait en tout cas, qu'il est en Europe, il n'a pas donné son pays. Qu'il a fait enfant avec une blanche là-bas, tout est bon. Mais qu'il est dans une secte. Et ça a commencé comment? Il a dit que quand il était sur les bancs à l'université, qu'il était très brillant. Très brillant. Et son professeur de droit l'appréciait beaucoup. Et le prof voyait en lui quelqu'un qui peut aller loin dans la vie. Et c'est comme ça le professeur l'a appelé et lui a demandé s'il ne veut pas, est-ce que s'il a envie de réussir, que lui peut son mentor. Le professeur a dit d'accord, le petit a été intéressé quoi. Qui ne serait pas intéressé? Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, moi je suis prêt. Si c'est pour le travail, monsieur, moi je ne peux pas refuser. C'est pour le travail, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors? Le monsieur lui a dit de venir à l'amphithéâtre à 19h. Je tiens à rappeler que en ce temps-là, je ne sais pas aujourd'hui, bon, moi je suis plus au Bénin, donc je ne sais plus comment les amphis sont. Il fait nuit à Abomey-Calavi là, mais c'est un peu une université, il y a beaucoup de verdure. À une certaine heure, on coupe les lumières. Il faut qu'on fasse des économies d'électricité. Comment quelqu'un peut te dire de venir à l'amphi à 19h dans la nuit? Il n'y a même pas de pénombre, c'est même pas la pénombre, c'est la nuit. Donc,
Le garçon, il a trouvé ça un peu bizarre, mais il a accepté DMG. Et quand il a accepté, en réalité, il est venu à l'amphi, il s'est assis sur un banc avec son petit Nokia torche là. Il était là, tranquille. Et soudainement, il a senti les pas de quelqu'un l'approcher. Et quand les pas sont venus, il voulait se lever. La personne l'a agrippé par derrière et a mis un torchon avec une odeur, en tout cas une substance dessus. Et il est rentré, il est tombé dans les paumes. Le jeune homme s'est réveillé dans un hôtel de la place, tout nu. Et je vais prêter l'expression aux Ivoiriens. Son cuit lui faisait mal. Vous comprenez, l'arrière là, ça lui faisait mal. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il découvre que son professeur est assis à côté de lui. Et il lui a dit que, en réalité, qu'il a initié comme ça. Que maintenant, chaque vendredi, mais je ne sais plus trop quel jour, ils vont se retrouver comme ça pour, vous comprenez, non, faire des rapports entre eux. Bon, au départ, le gars, il avait commencé par négliger et tout. Il a commencé par dire non, c'est pas... Non, ça c'est pas catholique et tout. Je se disais, mais comment un homme peut commencer par faire des choses comme ça avec moi? Mais c'était un pacte. Vous voyez, spirituellement maintenant à la maison, il commençait pas à entendre des voix. Il est à la maison seul dans la chambre et c'est comme ça qu'il voit comment on appelle ça, son professeur partout, un peu partout. Genre, c'est comme s'il va devenir fou. Et en cours, le prof venait lui parler après le groupe, lui dit que soit il accepte, soit il va mourir. Parce que lui-même qui est là, il est déjà en train de tirer à sa fin en réalité. Que le professeur l'a initié parce que lui n'a pas de garçon, qu'il faut initier quelqu'un pour pouvoir partir en beauté de cette secte-là. Si tu n'inities pas quelqu'un, tu vas finir comme du n'importe quoi et ça va se répertorier sur ta famille. Parce que le monsieur, il a vraiment des enfants et une femme. C'est là que le gars, il a regardé, il est orphelin de père et de mère. Et c'est son oncle qui est, je crois, mécanicien poids lourd, un truc du genre, qui le gère lui avec sa femme et ses 4 autres enfants, plus lui, ça fait 5. Ils vivent en tout cas, ils sont dans la pauvreté. Il était obligé, entre griffes, d'accepter, obligé d'accepter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en a parlé à personne. Il a continué comme ça. Au début, c'était les chambres d'hôtel. Ils se voyaient là, passer là. Puis, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, des rapports sexuels entre eux. Et ensuite, qu'est-ce que ça a entraîné? Petit à petit, c'est entré dans orgie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des orgies, c'est des rapports sexuels multiples avec des personnes autour de soi. On s'échange des partenaires, on est ensemble, il y a beaucoup de personnes et puis on est dans une grande maison. Et ils sont dans des grandes maisons, des trucs de la loge quoi. Ils font des choses entre eux, les filles font avec les filles, filles font avec garçons, garçons font avec garçons. En tout cas, tout est mélangé là-bas. Et c'est dans ça qu'il s'est retrouvé en réalité. Il dit que la vie de débauche que les gens font au dehors, et vous dites, elle a couché avec n'importe qui, lui là c'est seulement les filles, 1, 2, 3 clubs, les clubs échangistes, les clubs boîtes de nuit, tout ça là. Il dit que c'est un esprit, que ce n'est pas yaya, c'est pas simple. DMG, c'est un esprit qui emmène les gens à faire ça. Que c'est pas normal parce que quand eux ils font le truc, il y a une entité qui est au milieu d'eux. Et l'identité leur parle à chacun dans les oreilles pour leur dire fais ci. Après, quand tu finis de faire comme ça, fais ci, fais ça. Et quand ils font ça, ils ont de grands contrats, ils ont de grandes maisons, Vraiment, il a évolué. Même dans ses études, lui-même, il avoue que c'est ça qui a fait qu'il est même allé en Europe. Et il a beaucoup évolué. Que par la suite, il a pris goût à cela, il a commencé par aimer les hommes. Mais de base, lui, il aimait aussi les filles. Donc, je pense qu'il s'est découvert en griffe une nouvelle sexualité. J'ai pas envie de dire que ça l'a emmené à devenir comme ça, puisque c'est un sujet assez sensible. Il s'est découvert une nouvelle sexualité qui est peut-être la bisexualité. En tout cas, bon, pour ma part, je sais pas si on peut être bi et homosexuel, mais voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ça en réalité.
Sinon, de base, lui-même là, il n'a jamais dit qu'il serait attiré par garçon, tout ça là. C'est comme ça il a aidé sa famille, son père adoptif qui est son oncle, le papa, je pense que c'est le petit frère de son père, à l'élever. Il a envoyé ses cousins aussi en Europe étudier. Il a construit des maisons pour sa tante et son oncle. Franchement, il a fait du bien pour sa famille, mais il dit qu'il est malheureux. Parce que la femme qu'il a épousée ne sait pas qu'il est dans une loge comme ça. Et normalement, lui-même, sa condition maintenant là, il doit introduire quelqu'un dedans. Et maintenant, son mentor, qui était son professeur à l'université, est déjà mort. Et l'a introduit lui. Que lui, il a fait une fille et il adore sa fille. Il dit que lui ne veut pas faire du mal à sa fille. Il ne veut pas introduire sa fille dedans. Il ne veut pas introduire quelqu'un dedans. Que lui va mourir et il préfère que tout s'arrête comme ça. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Bon, c'est ce que je me disais à l'époque. Moi, j'étais en première, j'étais encore au lycée. Donc, je me suis dit, mais est-ce que ça, c'est pas déjà trop tard? Puisque s'il ne dit pas la vérité à sa fille pour qu'elle ne commence pas à se libérer, casser, briser les chaînes, comment elle saura dans sa vie? Elle sera en train d'échouer. On ne saura pas, ou bien la famille va mourir comme de n'importe quoi. Donc, je pense qu'il écrivait ça un peu comme des aveux, comme demander de l'aide, tu vois. Et moi, ça m'a un peu touchée. Et en écoutant dernièrement tes histoires où les gens disent que c'est une université catholique, il y a un prêtre, il vient, il invoque un ange, il y a le vent. Il y a une fille qui disait toujours les histoires de vent, la Rose-Croix, un petit qui est venu recruter les gens au collège. Honnêtement, faisons attention. Moi-même, je suis en train de faire mes études en Europe. Ce que je veux dire, c'est que la vie de chacun, c'est Dieu qui connaît ça. Chacun son étoile. Moi, je préfère souffrir jusqu'à et après récolter le fruit de mes efforts que de ne pas souffrir, DMG, et ensuite récolter les bienfaits après. C'est une histoire que je voulais partager avec vous pour que les étudiants, les collégiens, les lycéens prennent courage et se disent que c'est temporaire. La souffrance est temporaire. Ce qui est sûr, on va tous réussir. DMG, sois béni. Toute la famille DMG, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse énormément et vous donne le courage. Seul le travail paie. Ne rentrons pas dans des choses bizarres pour dire on va se chercher. Non. C'est très faux. Le diable ne donne rien pour rien. Il prend toujours quelque chose en retour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.